Bonjour tout le monde, bienvenue au Midi Hormones Rebelles. Donc, c'est notre premier petit podcast. Bonjour Marie-Soleil, bienvenue. Bonjour Marie-Josée. Marie-Soleil qui est naturopathe agréée. Alors, on va parler à chaque mardi midi de sujets sur les hormones. Étant donné que les hormones bioidentiques ont été acceptées par la RAMQ, alors c'est le sujet de l'heure, c'est un sujet qui est chaud. Nous, on a fait un programme complet sur les hormones, mais là, on aimerait vous donner de l'information comme ça à tous les mardis. Donc, des informations simplifiées qui peuvent vous aider dans tous les jours pour essayer de soutenir vos hormones naturellement. Donc, justement, Marie-Soleil, peut-être commencer par nous parler. On voulait parler de l'estrogène et de la progestérone aujourd'hui, la relation qu'il y a, l'équilibre entre les deux, le ratio aussi qu'il y a entre l'estrogène et la progestérone. Et puis, bien des choses, effectivement. Là, c'est sûr que nous, on appuie aussi beaucoup les hormones bioidentiques. Moi, j'en prends tout ça, mais il y a d'autres choses aussi pour accompagner ça et pour aider nos hormones. Super, merci Marie-Josée. Puis, pour ceux qui nous écoutent, bonjour à tous. Si vous pouvez peut-être nous dire dans les messages si c'est la première fois que vous nous écoutez, est-ce que vous avez attrapé le direct de mercredi passé d'ailleurs, qu'on vous parlait des détails de qu'est-ce qu'on va vous parler dans les podcasts des Midis Hormones Rebelles, juste parce que si vous n'avez pas attrapé celui de la semaine passée, on pourra vous mettre le lien. On pourrait aussi vous mettre le lien avoir les détails. Si jamais vous trouvez que c'est trop court aujourd'hui, vous voulez en savoir plus, on pourra vous répondre dans les messages. Donc, juste nous dire si vous étiez là avec nous mercredi passé ou non. Mais à l'avenir, ça va être les mardis qu'on va être avec vous. Donc, oui, c'est bien dit. C'est vraiment un sujet chaud. Les hormones bioidentiques, on s'est dit que c'était super important de partager des notions de base pour aider les femmes à comprendre est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'aller vers ça ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Donc, ça dépend de votre âge. Donc, la première question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes encore fertile? Est-ce que vous avez encore des cycles menstruels? Je sais qu'il y a des exceptions pour ceux qui se font enlever l'endomètre. La question vraiment, c'est pas nécessairement êtes-vous absolument capable d'avoir un enfant, mais avez-vous encore des cycles au niveau des hormones? Donc, est-ce que vos ovaires fonctionnent encore? Si c'est le cas, puis vous avez beaucoup de symptômes, par exemple, prémenstruels, il y a des femmes, des fois, qui vont avoir soit des douleurs ou des problèmes d'humeur au niveau de l'irritabilité. Il y en a que ça va être des migraines, il y en a que ça va être la fatigue. Donc, si vous avez des problèmes et que vous avez écouté l'émission à la télévision qui vous parle de à quel point c'est merveilleux les hormones bioidentiques, avant de nécessairement aller vers là, il y a des choses à se poser comme question parce que si on rajoute des hormones sur un corps qui a des blocages, les blocages vont être encore là. Puis des fois, ces femmes-là vont se ramasser à prendre ça puis être soit pire ou pas avoir d'amélioration puis être encore plus découragées parce qu'il y en a des fois qui vont avoir fait des grosses démarches pour obtenir une prescription d'hormones bioidentiques. Il y en a qui vont même avoir payé au privé. Puis là, des fois, ils se ramassent dans nos bureaux de naturopathes puis ils ont encore leurs symptômes de SPM ou de douleur ou de malaise, peu importe. Donc, j'ai vu des femmes, des fois, qui avaient vraiment besoin d'hormones, qui étaient même rendues en ménopause, mais que ça leur donnait des douleurs au sein, par exemple. Fait qu'on veut un peu démêler ça aujourd'hui. Est-ce que ceux qui ont des SPM plus sévères ont des chances d'avoir une ménopause plus sévère? Oui, c'est connu. En fait, c'est que le plus qu'on a de la difficulté, justement, avec ce métabolisme-là, donc la transformation des hormones par notre foie, entre autres. Il y a d'autres organes, mais c'est surtout le foie qui va gérer ça. C'est pas connu, ça, que l'on transforme nos hormones par le foie, je pense, par le public en général. C'est ça qui n'est pas assez connu. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Le foie a besoin de nutriments. On l'a mentionné un petit peu la semaine passée. On a besoin des vitamines du groupe B, du magnésium. Le foie gère vraiment beaucoup de choses. Donc, ça peut être génétique ou ça peut être l'alimentation. Puis, on sait que le stress aussi va aller inhiber plein de choses. Donc, avant de rajouter des hormones, des fois, ça vaut la peine de connaître la cause en arrière de vos malaises. Puis, qu'est-ce que le ratio entre l'estrogène et la progestérone? Pourquoi c'est important d'avoir un ratio précis? Moi, c'est une bonne question, merci. Il y a des femmes, justement, qui vont faire moins de progestérone, même quand elles sont encore dans l'âge, justement, d'ovuler puis d'avoir des cycles menstruels, parce que la progestérone, elle est fabriquée par une molécule dans votre corps, en fait, une cellule qui s'appelle la mitochondrie. Donc, c'est comme un petit fourneau cellulaire qui fait plein de choses pour vous, dont votre énergie, votre force, etc. Et donc, ça peut être affecté, ça peut être diminué par le stress.
Donc, il y a des fois les femmes qui vont se ramasser avec un ratio déséquilibré parce qu'elles sont épuisées, par exemple. Donc, si on regarde des graphiques sur Internet, si vous tapez graphique progestérone, estrogène sur Google, vous allez voir là, que c'est comme une vague. Puis, après l'ovulation, vous êtes supposé de fabriquer de la progestérone, puis vous êtes supposé d'en fabriquer une certaine quantité pour votre bien-être et aussi pour assurer la fertilité si jamais vous désirez tomber enceinte. Mais le problème, c'est que des fois, l'ovulation, soit ça se fait pas du tout, ou des fois, ça se fait quand même. Donc, les gens vont le sentir, mais il n'y aura pas beaucoup de progestérone fabriquée de par un stress chronique, une fatigue ou un manque de certains nutriments. Et donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que dans le corps, il y a de l'estrogène qui est fabriqué avant l'ovulation. Puis si vous n'avez pas eu la capacité de fabriquer votre progestérone, bien, l'équilibre entre, donc si on regarde le graphique sur Google, vous allez voir 2 vagues, bien, il va y avoir un trop grand écart. C'est ça qu'on appelle une dominance en estrogène parfois. Il y a trop d'estrogène par rapport à la progestérone. Puis ça fait des problèmes. Exactement, parce que l'estrogène, elle est plus inflammatoire, elle est plus excitatoire dans le sens qu'elle peut causer plus de l'irritabilité, tandis que la progestérone, elle est anti-inflammatoire, puis elle est calmante. Oui, c'est pour ça que les femmes qui ont une belle progestérone, souvent vont faire moins d'anxiété, vont avoir moins de problèmes de sommeil, vont dormir mieux, vont avoir moins d'irritabilité, etc. Donc, ça, c'est une façon de voir le déséquilibre du ratio entre estrogène et progestérone. Donc, quand il n'y a pas assez de progestérone par rapport à l'estrogène, ou des fois, c'est pas ça. Donc, il y a différentes façons de voir cette fameuse dominance en estrogène-là qu'on entend souvent parler. Des fois, c'est le ratio, mais des fois, c'est comment vous métabolisez l'estrogène, qui est comme ici, là, si on veut, là, indépendamment du cycle, des fois, la progestérone va être plus haute. Mais dans votre corps, votre estrogène, vous l'utilisez, qu'elle vienne de votre corps, donc principalement des ovaires chez la femme, ou qu'elle vienne de la pilule anticonceptionnelle, ou qu'elle vienne des hormones que vous prenez pour la ménopause. Cet estrogène-là, une fois qu'elle est utilisée dans le corps, elle doit être éliminée. C'est comme ça devient un déchet une fois qu'elle est utilisée. Puis c'est là, des fois, que ça va bloquer, puis que ça va causer justement des symptômes de déséquilibre. Fait que des fois, les gens pensent qu'il manque de progestérone. Ça peut être le cas, mais des fois, c'est que l'estrogène, elle est mal sortie, elle sort mal du corps une fois qu'elle est... Elle se réaccumule ou? Exactement. Fait que ça peut recirculer dans le corps. Puis là, des fois, les gens vont justement avoir de l'enflure, des migraines, des maux de tête, de l'incapacité à perdre du poids, vont être plus irritables, plus mal au sein. Il y en a qui vont développer des excroissances en lien avec l'estrogène, comme les fibromes, par exemple. Fait que là, des fois, ces femmes-là vont avoir écouté des émissions ou des podcasts, puis ils pensent que leur solution magique, c'est d'aller rajouter de la progestérone pour aller aider le ratio. Mais c'était pas ça leur problème. Si c'est ça, si c'est pas ça leur problème, ça se peut que ça soulage un petit peu, mais s'ils sont pas capables de bien détoxifier, c'est un terme général, mais dans le fond, c'est le métabolisme, donc on pourrait dire la transformation de l'estrogène, principalement par votre foie, pour que ça se rende dans votre tube digestif, donc que ça passe dans les selles via la toilette pour être éliminé. S'il y a un blocage là, ben à ce moment-là, ces femmes-là, même s'ils rajoutent la progestérone, des fois vont avoir encore des symptômes, vont être encore à risque des complications avec l'excès d'estrogène. Parce que c'est nocif, l'extrait d'estrogène qui n'est pas éliminé. Là. Oui, c'est une toxine, puis c'est relié à plein de problèmes de santé. Donc, la liste est vraiment longue. On en parle un petit peu là, dans nos blogs, on en parle surtout dans le programme, mais on le sait tous. Je veux dire, je pense que toutes les femmes qui nous écoutent en ce moment sont au courant qu'il y a des cancers hormonodépendants. Donc, il y a plusieurs types de cancers du sein, mais des fois, les femmes, ils ont été soit testées ou sont au courant qu'ils sont à risque parce que soit leur mère ou leur sœur ont eu un cancer hormonodépendant. Bien, dans ce temps-là, si on le sait qu'on est à risque génétiquement, c'est super important de s'assurer que notre foie fonctionne bien, que notre intestin fonctionne bien, qu'on a un beau métabolisme d'estrogène, qu'on est capable de faire le cycle d'élimination. Les femmes ont souvent des problèmes digestifs, en fait. Oui, c'est connu. Hein? On dirait qu'on entend plus parler de constipation chez la femme. Donc, est-ce que c'est un lien justement avec l'estrogène qui peut causer ça en SPM? Est-ce que c'est parce que les femmes, des fois, font peut-être plus de diètes restrictives parce qu'il y a plus d'inquiétude au niveau du poids chez la femme? On sait que l'estrogène, hein, ça fait
fabriquer des cellules adipeuses. Donc, c'est pour ça que les femmes ont plus de gras que les hommes. Oui, tu répètes. Je suis pas sûre que les gens savent ça non plus, que l'estrogène peut fabriquer du tissu graisseux. Ben, c'est que ça stimule, dans le fond, la fabrication du gras. Donc, ça, c'est vraiment important, je pense, pour les gens qui nous écoutent aussi, pour comprendre l'équilibre qu'on veut parler aujourd'hui. C'est que c'est normal pour une femme d'avoir plus de gras qu'un homme parce que la femme est faite pour, justement, nourrir un bébé. C'est plus sédentaire une femme si on regarde l'historique au niveau de nos ancêtres versus un homme qui allait à la chasse ou qui allait justement défendre la famille. Donc, un homme, c'est plus musclé, c'est supposé d'avoir moins de gras. On ne voit pas autant d'hommes avoir de la cellulite, par exemple. On voit moins d'hommes avoir des courbes, tandis que la femme, c'est normal d'avoir une certaine silhouette avec des courbes. C'est l'estrogène qui va faire ça, parce qu'on a besoin de plus de réserve. Et donc, est-ce que l'inverse est vrai aussi? Si on a du gras, on fait plus d'estrogène? Oui, fait que c'est ça, c'est là que je voulais en venir. Merci beaucoup de le mentionner. Fait que c'est comme un genre de cercle vicieux où est-ce que l'estrogène dicte au corps de faire la silhouette d'une femme qui est un peu plus volumineuse, si on veut, en tissu adipeux. Et dans votre tissu adipeux, donc dans les cellules de gras, vous avez une molécule qui peut prendre la testostérone, qui est comme un précurseur. C'est normal d'avoir la testostérone, les femmes en ont, les hommes, c'est juste que la femme en a moins. Par contre, la testostérone peut être transformée en estrogène. Puis ça aussi, c'est normal parce que chez la femme, on veut qu'il y ait cette transformation-là. Par contre, ça peut être bousillé, cet équilibre-là, si on a trop de gras parce que le gras va aller fabriquer cette molécule-là qui transforme la testostérone en estrogène. Puis là, c'est un cercle vicieux. Plus qu'on fabrique l'estrogène, plus qu'on fabrique du gras, plus qu'on fabrique du gras, plus qu'on fabrique de l'estrogène. Fait que c'est vraiment un équilibre. Fait que c'est certain que la perte de poids, des fois, va aider l'équilibre des hormones. Tu sais, c'est vraiment un tout, c'est très, très global. C'est un facteur aussi pour aider le cancer du sein, dans le fond. Oui, exactement. C'est pour ça que la saine gestion du poids peut aussi être en lien avec la prévention du cancer hormonodépendant. Oui. Oui, donc c'est vraiment passionnant. Il y a vraiment plein de choses à prendre en considération. Fait que c'est sûr qu'on voulait vous partager des petites informations, en fait, en résumé dans les midis Hormones Rebelles pour que ça pique votre curiosité d'aller chercher plus loin. Il y a tellement de solutions pour vous aider avec vos hormones. De mieux comprendre ça avec une vision vraiment plus large, là. En fait, si on résume, qu'est-ce que tu as dit, tu as bien expliqué, il faut prendre soin de nos intestins, il faut prendre soin de notre foie, il faut prendre soin de notre poids, mais des choses qu'on sait, mais il y a quand même des choses précises à faire là, pour équilibrer ces hormones-là de façon plus naturelle. Oui, exactement. Donc, dans l'intestin, il peut avoir une réabsorption de l'estrogène dans sa forme toxique. Donc, une fois qu'elle est plus bonne, qu'elle est utilisée, c'est un déchet. Si le foie fait sa job, si votre vésicule biliaire, donc la petite pochette de bile fait sa job d'apporter cet estrogène-là qui est plus bonne dans l'intestin, mais là, souvent les femmes sont soit constipées, si vous avez comme pris peut-être beaucoup d'antibiotiques, ça se peut que votre flore soit pas adéquate, puis là, des fois, on réabsorbe ça. Puis là, c'est un méchant cercle vicieux d'avoir trop de molécules d'estrogène. Fait que là, on entend souvent le terme dominance en estrogène. Fait qu'il faut faire attention, il faut se poser la question, ça vient de où? Puis c'est ça, est-ce que c'est une réabsorption? Est-ce que c'est parce que le foie va pas bien? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas cette fabrication de progestérone-là? Soit qu'on est trop stressé, soit qu'on manque de nutriments. Aussi, je pense. Comment, pardon? La toxicité environnementale peut augmenter la dominance en estrogène, les xénoestrogènes. Ça peut bloquer, oui. Je voulais juste peut-être finir le fait que, c'est ça, si vous êtes en âge d'être en préménopause, ménopause, là, à ce moment-là, ça va être important de peut-être faire vérifier avec un médecin spécialisé ou si votre médecin de famille veut le faire. Des fois, ils vont peut-être vous référer à quelqu'un d'autre pour aller tester votre progestérone. Si vous êtes en âge que peut-être que vous avez moins d'ovulation, là, ça peut être intéressant d'avoir le cœur net, de savoir si vous en manquez. Puis, peut-être juste dire qu'entre 40 et 50, c'est souvent l'âge de la préménopause. On commence par avoir une baisse de progestérone. Ensuite, vers 51-52, c'est plus la ménopause. Puis là, c'est plus la baisse d'estrogène, juste pour vous donner une idée des âges. Exact.
Puis, c'est important d'avoir une vision globale parce que, on en voit en clinique, en naturopathie, des femmes qui, justement, qui souhaitent aller vers la pilule miracle de prendre la progestérone, mais que finalement, quand ils ont leur résultat avec leur médecin, finalement, leur progestérone est super belle. Il y en a à 48 ans qui ont encore de la progestérone. Puis c'est là qu'on découvre, OK, finalement, c'est parce que vous métabolisez pas bien l'estrogène. Puis là, ça peut être une femme, justement, qui consomme trop d'alcool, soit qui est trop en contact avec des produits toxiques, comme tu venais de mentionner. Donc, la toxicité, ça aussi, on en parle dans le programme. Marie-Josée est super bonne avec les idées de produits, justement, du maquillage naturel. Parce que tout ce que vous mettez sur votre peau, dans vos cheveux, tu sais, les histoires de faux ongles ou les produits que vous mettez pour durcir les ongles, je sais que les femmes font beaucoup ça. Tout ce qu'il y a du parfum, que ce soit dans votre lavage, que ce soit sur votre peau, dans les crèmes, tout ce qu'on mange qui est arrosé en pesticides, tout ça, ça peut faire en sorte d'être un perturbateur au niveau de vos hormones parce que les molécules toxiques, des fois, ressemblent à l'estrogène, puis votre corps, lui, l'utilise comme un estrogène. Donc, il l'accumule à ce moment-là. Oui, fait que c'est ça. Fait que aujourd'hui, on voulait juste mettre de la lumière sur le fait que les hormones bioidentiques, c'est vraiment une super belle nouvelle pour plein de femmes que ça soit maintenant plus accessible au Québec. On est super contente d'entendre ça. Mais des fois, c'est pas la solution ou ça peut faire partie de la solution, mais il y a tellement d'autres choses à prendre en considération. Oui, effectivement, ça peut faire partie de la solution. Ça ne veut pas dire que quand on prend les hormones, moi je prends les hormones bioidentiques, comme j'ai dit, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on prend les hormones bioidentiques, il ne faut pas faire attention à tout ce qui aide ou tout ce qui influence les hormones, en fait. Donc, c'est vraiment un tout. Exact. Pour ceux qui se posent la question par rapport aux toxines qu'on a mentionnées, comme les parfums, les produits cosmétiques, vous pouvez trouver la liste dans mon blog de la naturopathe du sexe. Puis vous l'avez encore plus en détail dans notre programme. On a un chapitre au complet, en fait un module au complet où est-ce qu'on vous donne 2 heures d'informations de comment détecter ces toxines-là qui peuvent imiter l'estrogène, comment les éviter, puis comment remplacer vos produits, soit corporels ou ménagers. C'est certain que vous allez pouvoir fouiller un peu plus loin si ça vous intéresse, là, ce sujet-là. Merci beaucoup, Marie-Soleil, pour le podcast de ce midi. Puis c'est ça, s'il y en a qui sont intéressés au programme, on a fait un programme super intégral de 12 modules. Puis on en a fait un juste de 4 modules pour les gens qui ont un peu moins de temps puis qui voulaient avoir 4 modules résumés. On s'est dit les plus importants. Là. Donc, on va vous mettre le lien en bas pour que vous pouviez aller voir si ça vous intéresse. Parfait. En finissant, peut-être que j'aimerais mentionner que c'est ça. Donc, si vous êtes en âge que la progestérone, elle commence à décliner, oui, ou que vous réalisez qu'avec vos tests, je ne sais pas, moi, vous êtes encore à 30 ans et donc vous avez plein de symptômes de baisse de progestérone, mais que vous savez qu'à 30 ans, vous n'êtes pas supposé d'avoir une baisse de progestérone. Il y a plein de solutions. Donc, il y a plein de plantes qui peuvent supporter à soutenir la production de vos ovaires au niveau de la progestérone. Si vous êtes épuisé parce que vous avez été stressé, il y a plein de choses aussi qui peuvent aider votre belle petite mitochondrie qui est responsable de faire de l'énergie, de vous aider à gérer le post-stress et en même temps aider à fabriquer votre progestérone. Donc, il y a vraiment plein de solutions. Des fois, ça peut être même plus efficace de travailler globalement, de travailler aussi avec des aliments, une belle nutrition, ça peut être super important pour ramener ça. Donc, peut-être mon mot final aujourd'hui, ça serait de penser plus global et non penser à une pilule. Ouais. Peut-être aussi, juste parce qu'il y a des gens qui vont nous avoir écoutés en retard, juste pas oublier de nous écrire dans les commentaires pour nous dire si vous avez eu l'information de base la semaine passée. Puis sinon, on va pouvoir remettre le lien. On va pouvoir aussi remettre le lien pour ceux qui aimeraient avoir tous les sujets qu'on va discuter dans les prochaines semaines parce qu'on va avoir un midi par semaine. On va couvrir pour que vous puissiez découvrir les 12 modules du programme et on va prendre en considération aussi vos suggestions. Donc, vous allez pouvoir avoir la liste et si jamais il y a un sujet qui vous tient vraiment à cœur, des questions que vous avez, gênez-vous pas. On ne pourra peut-être pas tout de suite leur répondre, mais on va accumuler vos questions, vos suggestions et on va les prendre oui, les sujets, en considération pour les sujets qui vous intéressent. Puis c'est ça, même si vous l'écoutez en rediffusion, écrivez-le dans les commentaires.
Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais peut-être mentionner avant qu'on se laisse aujourd'hui, juste par rapport à justement cet équilibre? La nutrition, évidemment, c'est mon domaine. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments, d'aliments à inclure et à exclure pour un sain équilibre des hormones. Donc, ça va être vraiment important d'en parler. Peut-être pour justement donner un peu l'eau à la bouche aux gens de faire des petites modifications qui sont parfois faciles. Est-ce que tu veux qu'on mentionne peut-être 2 aliments à retirer, puis 2 aliments à rajouter peut-être cette semaine? Ça pourrait être le fun de donner ce premier défi-là aux gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu en penses? On va commencer par ajouter parce que c'est plus le fun. Donc, ajouter des laitues amères. Ça, c'est bon pour le foie, comme Marie-Soleil pourrait nous l'expliquer. Donc, c'est la raison pour laquelle on suggère ça. Ensuite, les aliments fermentés. On suggère les aliments fermentés pour avoir un bel équilibre du microbiote. Des aliments fermentés, du tempeh, du kéfir, du kombucha, de la choucroute. Le kimchi aussi, je ne sais pas si kimchi, exactement. Un amateur. Le kimchi dans les salades cet été, là, c'est vraiment bon. Faites juste attention si vous n'avez jamais mangé des aliments fermentés. Des fois, ça peut donner un petit peu des sels molles au début. Donc, allez-y vraiment mollo avec juste une cuillère à thé la première fois. Puis vous augmentez progressivement, mais c'est super bon pour la digestion. C'est important aussi de les acheter froids dans le département du froid dans les épiceries, pour que ça soit vraiment fermenté. Exact, oui, c'est vrai. Parce que quand ils sont en tablette, ça veut dire qu'ils ont été chauffés pour la pasteurisation. Puis là, ça tue en fait les bonnes bactéries qu'il y a dans le produit. Puis les aliments enlevés, je vais essayer de ne pas être trop sévère pour aujourd'hui. On va parler des aliments transformés. Pas mal tout ce qui est dans les boîtes. Nous autres, on suggère souvent les aliments entiers à la place. Des huiles végétales. Les huiles végétales, c'est pas très bon non plus. Peut-être que tu peux expliquer pourquoi, mais on essaie d'en consommer vraiment le moins possible. Oui, l'huile végétale, c'est un terme super large. Si on voit ça à l'épicerie dans des gros contenants ou des fois dans des bouteilles en long, les gens, on dirait qu'ils pensent que c'est correct parce que végétal, on pense que ça vient du légume, mais ça vient pas des légumes, ça vient du grain. Des fois, ça vient du soya, ça peut être du canola, ça peut être de coton même, qui est vraiment pas suggéré. Le problème avec ces huiles-là, c'est qu'ils sont super riches en oméga 6 et ils ont été aussi chauffés, puis des fois, ils utilisent même des solvants dans l'industrie pour aller chercher le maximum d'huile dans le grain. Donc, ils ne font pas juste l'écraser à froid comme on souhaiterait, en fait. Là, ils utilisent vraiment de la chaleur, des produits chimiques pour aller chercher le maximum pour qu'ils fassent le plus d'argent possible. Puis, ça vous donne une huile de pauvre qualité qui a possiblement des résidus de solvants. Et en consommant trop d'oméga 6, vous augmentez votre inflammation. C'est inflammatoire. Il y en a dans tous les take-out, tous les restaurants, tous les produits emballés. C'est ça le problème. Souvent, les gens vont me dire non, moi, je ne prends pas d'huile végétale, mais ouais. Si vous mangez de la nourriture toute faite, c'est ça, là, c'est la mode, le traiteur. Fait qu'informez-vous, c'est quoi qu'ils utilisent comme huile. Ou essayez d'acheter des affaires qui n'ont pas beaucoup d'huile, puis rajoutez-vous de la bonne huile d'olive de qualité extra vierge. Ça, c'est correct. On pourrait en parler ça plus longtemps une autre fois, mais en gros, c'est ça. C'était juste pour vous aligner un petit peu, donner des idées. Oui, c'est ça, juste pour vous allumer des lumières, qu'il y a vraiment plein de petites choses des fois à faire, à découvrir qui peuvent vraiment vous aider à plein niveau. Super. Ben écoute, un gros merci, Marie-Josée. Merci, Marie-Soleil. On se revoit la semaine prochaine. Parfait. Bon après-midi, tout le monde. Bye-bye.